présente, bien que je connais quand même pas mal de têtes. Donc Willy Lelouch, je suis le responsable du studio digital de l'agence Le Club et plus techniquement intégrateur front-end. Je vais vous parler de l'accessibilité web pour les organismes publics, entre autres. Avant de démarrer, juste pour bien savoir comment axer ma présentation, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'aimerais savoir s'il y a déjà des personnes qui ont intégré des sites accessibles dans la salle. Moi. Plus ou moins, d'accord. Vous l'avez bien vécu? Ça va? D'accord. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont plutôt un profil organisme public et qui ont des sites logiquement accessibles? D'accord, très bien, super. Ok, donc pas mal de choses à vous dire. Sachez que par rapport à ma présentation, j'ai travaillé un petit peu différemment d'habitude. Je l'ai vraiment enrichi parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Vous pourrez retourner dessus quand je vais la diffuser sur SlideShare. Je vous ai mis des liens un peu partout pour pouvoir aller plus loin que la présentation que je vais vous faire maintenant. Donc déjà, je voudrais vous dire ce que j'entends souvent, c'est que l'accessibilité, c'est égal aux organismes publics. Dès l'instant qu'on a un site accessible, c'est parce qu'on a un profil organisme public. Désolé pour les autres. Je pense que c'est quand même une vérité aujourd'hui et ça ne le sera pas forcément demain. Autre chose, pour beaucoup l'accessibilité c'est ça, c'est une plage braille. C'est pas ça l'accessibilité, c'est loin d'être ça, d'autant plus qu'aujourd'hui on parle d'appareils mobiles et je sais pas, l'accessibilité ça peut toucher aussi pas que l'humain mais l'outil aussi, l'appareil. Donc je vais citer le premier objectif du W3C qui a été rédigé par Tim Berners-Lee il me semble. Mettre le web, donc l'accessibilité, c'est mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, okay, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique, ou leur aptitude physique ou mentale. Je vous ai fait un lien directement sur le site du W3C. Donc c'est quand même très vague, et ça ne touche pas forcément que l'individu en lui-même, mais aussi le matériel qu'il a à sa disposition. Une chose très importante, je vous ai montré une plage braille tout à l'heure, les études prouvent que les malvoyants sont quand même 10 fois plus nombreux que les non-voyants. Donc l'ergonomie, n'est-ce pas Laurent, les contrastes de couleurs sont quand même beaucoup, enfin on peut dire plus importants que les lecteurs en braille. Beaucoup plus importants, pas forcément, mais 10 fois plus nombreux, ils sont plus importants. Et l'ergonomie et les contrastes de couleurs, dès l'instant que c'est bien pensé dès la conception du projet, ça ne demande pas non plus un temps considérable. D'autant plus que, pour revenir sur le braille, apprendre le braille c'est très complexe, les lecteurs sont très coûteux. J'ai eu une estimation qui m'a été donnée par Alsa Création quand j'ai été formé là-bas, c'est 2 à 10 000 euros pour une plage braille. C'est assez large, mais c'est quand même très coûteux. Et du coup, c'est pour ça que les synthétiseurs vocaux sont assez répandus. Vous en connaissez sûrement quelques-uns. C'est une petite question juste après. Juste ouais. pour ajouter effectivement au chiffre, pour avoir rencontré effectivement une personne aveugle, D'accord. la plage braille était estimée chez lui à 8 000 euros Ouais. et le lecteur d'écran JAWS 1 750 euros. D'accord, merci pour la précision, mais donc voilà, donc c'est quand même super coûteux. Les lecteurs d'écran, il y en a plein, il y a JAWS effectivement, il y a NVDA qui est en open source, Windows Eyes, VoiceOver pour Mac, bon voilà. Il y a des choses, mais ça coûte très cher. JAWS par exemple, on a 1000 $ pour l'achat du soft et 1000 $ pour l'ajout de voix. Donc j'espère que les voix sont sympathiques parce qu'à ce prix-là, ça fait assez cher. Vous avez peut-être entendu parler d'outils comme Handicap Zero ou ReadSpeaker. Ces outils-là, ils me font rire, je les aime pas forcément. Après, c'est vrai que ça paraît attractif. J'ai vu récemment un site accessible avec un ReadSpeaker dessus. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne vous ai pas fait de shoot écran. Vous avez un petit bouton qui vocalise votre contenu. Ça fonctionne très bien. L'inconvénient, c'est que souvent, le petit bouton, pour la personne qui est malvoyante, il faut le trouver. C'est vrai que vous allez le trouver facilement, mais lui, peut-être pas. Donc du coup, ça demande forcément un accompagnateur pour lancer la vocalisation du contenu. Et c'est un peu dommage. Donc l'utilité, je trouve qu'elle n'est pas là. C'est pour moi un réel artifice par rapport au problème aujourd'hui. Ça va toucher une certaine cible, mais à mon avis beaucoup trop faible. Il y a des outils qui me paraissent vraiment intéressants, c'est les services de commande vocale. Donc je connais pas Dragon Speaking, Siri je l'ai forcément essayé comme tous les possesseurs d'iPhone. Windows 7 a aussi des systèmes de commande vocale assez intéressants. L'inconvénient c'est que déjà il faut avoir une bonne élocution, c'est pas toujours si simple que ça. Même moi des fois j'ai du mal à me faire comprendre par mon téléphone. Et un environnement non bruyant. Je vois mal au bar
en train de prendre votre téléphone pour lui demander quelque chose. Vous allez avoir des requêtes qui sont très spécifiques à mon avis. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis des liens partout dans mes slides. Si vous voulez reprendre derrière, vous pourrez directement accéder au site constructeur. Je ne vais pas trop m'étaler sur cet écran parce qu'on pourrait y passer la soirée, mais au niveau des différents types de handicaps, on a des handicaps moteurs, bien évidemment, auditifs, cognitifs, visuels, psychiques et des maladies invalidantes. Et maladies invalidantes, je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que même moi le premier, demain, je pourrais être sensible à l'accessibilité. Voilà, ça je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je vous invite à, je ne vais pas lancer la vidéo, c'est une vidéo, mais je vous invite à aller voir quelque chose si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est l'ordinateur des aveugles. Alors c'est pas, le titre n'est pas super accrocheur, mais tapez l'ordinateur des aveugles sur YouTube et vous allez voir une série de 6 ou 7 vidéos qui va vraiment vous présenter et vous mettre dans le contexte d'un aveugle. C'est vraiment intéressant, je pense qu'il faut le voir quand on fait des sites accessibles. Voilà. Je vais être assez bref sur la partie des organismes et des normes, je vais quand même vous en parler. Vous connaissez tous le W3C, la communauté internationale qui rédige toutes les normes qu'on connaît bien. Vous connaissez peut-être un peu moins le WAI, mais vous l'avez vu sur les petits outils de validation quand les sites sont valides de WAI. Le WAI, c'est un workgroup au W3C qui a réellement pour objectif de rendre les sites accessibles aux personnes handicapées. Voilà. Le W3C a rédigé un certain nombre de normes, des guidelines, donc des directives qui sont entre autres les WCAG, qui sont des directives concernant les contenus web. Les User Agent Accessibility sont des directives qui concernent les navigateurs. Les Authoring Tools sont des directives qui concernent les gestionnaires de contenu. Je m'arrête là. C'est-à-dire qu'en fait, le W3C crée des normes, crée des directives pour veiller à ce que les gestionnaires de contenu soient accessibles. J'en avais pas la notion, mais on m'a rappelé assez souvent qu'il y a beaucoup de personnes malvoyantes qui travaillent dans l'informatique. Ça, je n'ai pas de chiffres à vous donner malheureusement, mais du coup, un CMS accessible, aujourd'hui, ça a tout son intérêt. Sachez que je me suis renseigné un petit peu, WordPress par exemple n'est pas du tout accessible. Le plus accessible sera aujourd'hui Drupal. C'est pas pour faire la pub de Drupal, hein, c'est pourtant vrai. Et sinon, pour parler de la dernière directive, ARIA, qui est la plus récente, ça concerne toutes les applications rich que vous connaissez bien. Donc voilà, c'est un panel de normes. L'inconvénient avec ces directives, c'est qu'ils sont très complexes à lire pour le commun des mortels. Tout à l'heure, j'entendais Laurent parler de contraste de couleurs, je crois, quand on parlait un petit peu de typo. Tu nous as invité à aller voir sur le site du W3C et j'ai vu la salle dire « Oh là, oui, mais alors c'est bien, je crois que c'était trop en compte. » C'est pas simple à lire. C'est pas simple à lire, mais du coup, il y a des référentiels français. Et les référentiels français se basent sur les référentiels internationaux. Ils sont quand même beaucoup plus simples à lire. Ça, on va en parler tout à l'heure. Donc, pour parler de l'aspect plus national, on a deux organismes qui sont Braillenet et la DGME. Braillenet, c'est quoi? C'est une asso de loi 1901. Initialement, ils ont œuvré pour la création d'une bibliothèque numérique et ils sont également fondateurs du référentiel AccessiWeb, dont je vais parler tout à l'heure. Et la DGME, c'est là, donc, pour le citer, c'est Direction Générale de la Modernisation de l'État. Concrètement, si d'ici quelques années, l'État commence à taper sur les doigts des collectivités parce qu'ils ne sont pas accessibles, je pense que ça passera par eux, entre autres. Voilà. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Je vais en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est les deux organismes français. Et les référentiels qui en découlent sont AccessiWeb. Donc AccessiWeb, c'est un service de l'association Braillenet, hein. Donc pour revenir juste en arrière, pardon. Braillenet qui est l'asso loi 1901. Donc AccessiWeb, vous en avez sûrement tous entendu parler. Il y a encore quelques temps, je n'avais pas la notion de tout ce qui couvre. C'est pas qu'un label, AccessiWeb, c'est d'abord bien sûr le référentiel qui découle de l'application des WCAG. C'est un groupe de travail. J'ai eu l'information récemment qu'en fin 2012, il y avait 461 experts AccessiWeb en évaluation et 274 organismes qui travaillent dans ce GTA. C'est assez important. Alors, juste pour la petite aparté, un expert AccessiWeb en évaluation, ça ne veut pas dire qu'il est en formation, ça veut dire qu'il est expert AccessiWeb. J'ai eu un petit peu de mal à me faire à ça. Quand j'ai été formé par Philippe Bassière chez Alsa, je lui ai dit « Mais tu es en formation, tu me formes, mais tu es encore en formation, en évaluation ?» Il dit « Non, c'est juste l'appellation qui fait que, mais en fait, un expert AccessiWeb en évaluation, c'est que c'est bien un expert AccessiWeb qui est capable d'auditer un site internet. »
C'est pas simple à entendre. Donc AccessiWeb, c'est aussi un label de qualité qui mesure le niveau de l'accessibilité d'un site web. C'est un label qui est de qualité, qui a un coût. Je ne l'ai pas mis, mais je crois que ça doit être à partir de 2500 € pour avoir le label bronze ou argent. Donc c'est quand même un coût. Par contre, c'est vrai que c'est un gage de qualité. Alors ils n'auditent pas tout votre site web. Si vous avez un site assez volumineux, genre 80 pages, ils vont prendre une trentaine de pages et ils vont les auditer. Vous avez votre label pour 2 ans, je crois, et sur 2 ans, ils suivent l'évolution de votre site web. On va en parler tout à l'heure, mais un site accessible, c'est un site accessible tout au long de sa vie. Et c'est un des enjeux assez complexes. Juste pour l'aparté, AccessiWeb, ils ont fait des variantes de labels. Ils ont rajouté des petites étoiles. Et c'est pas pour faire joli, c'est juste qu'en fait, les labels AccessiWeb Or sont, à mon avis, quasi inaccessibles pour les collectivités qu'on a en tout cas autour de nous. Et donc du coup, l'idée c'est que, voilà, par exemple, le label AccessiWeb Argent avec 2 étoiles couvre 50% des critères applicables en Europe. Voilà. Ça permet à ceux qu'on... Voilà. Ça montre aussi l'envie de progresser en accessibilité pour les organismes publics. Et à titre d'information, je vais vous parler de suite du RG2A. C'était un petit peu l'objet de la présentation. AccessiWeb, niveau argent, couvre 102% du RG2A. Je ne sais pas si vous faites bien la relation entre les WCAG, l'AccessiWeb, RG2A, c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les WCAG, c'est des normes internationales. AccessiWeb et RG2A vont être des normes françaises, des référentiels français qui se basent sur les normes internationales. Voilà. Vous me dites si je vais un peu vite, parce que j'ai pas mal de choses à dire, donc j'essaie de me dépêcher. Donc au niveau du RG2A, qui est un autre enfant des WCAG, c'est le référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Ça a été rédigé entre autres par la société Temesis. Je crois que je ne sais pas s'ils étaient seuls sur la rédaction de ce référentiel. Ils sont seuls. Il se décompose en 12 thématiques, les cadres, les couleurs, les formulaires, les images, multimédia, etc. etc. Vous allez me dire, c'est bien les référentiels, mais ils ne sont pas accessibles. C'est un peu bête ce que je viens de dire, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, et en tant qu'intégrateur web, je pense que d'autres comme moi ont un peu mis le frein en se disant « Oh là là, je vais perdre du temps, j'ai un budget un peu limité, je le fais ou je le fais pas, non je le fais pas, de toute façon le client ne le verra pas. » Moi je vais vous donner un lien qui m'a beaucoup aidé, c'est rg2a.net. rg2a.net, il a une grosse valeur ajoutée parce que déjà on peut filtrer les tests par niveau de difficulté. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'accessibilité, vous n'allez pas pouvoir faire un site accessible du jour au lendemain, ça c'est impossible. Même les plus experts, j'en parlais avec Alice Lung, qui est directeur d'ailleurs de chez Temesis, qui a rédigé entre autres le RG2A, il m'a dit que l'accessibilité, pour en tout cas un technicien, ça se faisait petit à petit. À chaque projet, on essaye d'aller plus loin au niveau de l'accessibilité. Et il m'a invité à travailler avec cet outil-là, parce que c'était une bonne base. C'est une bonne base parce qu'on peut déjà trier par niveau de difficulté et dire voilà, je vais commencer par faire ce qui est facile, et après on verra. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'il y a un filtre par profil. Tout à l'heure, tu parlais de contraste, Laurent. Toutes les personnes qui sont dans le web design ou le graphisme, globalement, peuvent aller sur le site rg2a.net, c'est ce que j'ai dit de faire à mes graphistes, et d'aller sélectionner un profil graphiste et ergonome. Et là, vous allez avoir des critères qui, clairement, vous correspondent. Vous n'allez pas avoir des critères tech, vous allez avoir des critères de contraste, de couleur, entre autres, et d'ergonomie. C'est plutôt bien fait. Au niveau de ce RG2A, on a plus ou moins entendu parler que c'était obligatoire, on ne sait pas trop. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu le point. RG2A, à la base, il y a un article, l'article 47, soit, qui a été déposé le 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Cet article fait de l'accessibilité une exigence pour tous les services de communication publique en ligne de l'État. Et plus récemment, le 14 mai 2014, il y a un décret qui vient bien sûr de l'article 47, qui donne 2 ans aux collectivités pour se mettre en application de cet article. Donc les 2 ans sont révolus, c'est pour ça qu'en tant qu'agence web, on en entend de plus en plus parler. Mais sachez qu'à ce jour, j'en parlerai après au niveau des risques juridiques, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait, c'est-à-dire qu'au pire des cas, il y a une liste noire qui risque sûrement de tomber d'ici peu, qui vont, entre guillemets, blacklister tous les sites de collectivités qui ne sont pas aux normes. Je pense qu'ils gagneraient beaucoup plus de temps à lister ceux qui le sont, plutôt que de blacklister ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est mon avis. Donc voilà, les risques juridiques sont là, il n'y aura pas de pénalité pour le moment, et
pour parler de 2015, parce que moi j'en entendais beaucoup parler, et j'ai cru, à un moment, j'ai cru comprendre qu'en 2015, les collectivités allaient prendre des pénalités s'ils n'étaient pas accessibles. J'ai entendu ça. Mais en fait, non, je me trompais, c'est qu'en fait, c'est les normes d'accessibilité qui concernent l'aménagement du territoire. Ma femme, par exemple, travaille dans une collectivité pas si loin que ça. Ils ont une salle de réunion à l'étage, ils sont obligés de mettre en place un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'est bien l'aménagement du territoire qui sera pénalisé s'il n'est pas pris en compte. Pour l'instant, pour la partie web, je me suis renseigné juste avant de venir à cette conférence pour être sûr d'avoir des informations justes, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, ça. J'espère en tout cas qu'un jour, les collectivités seront sanctionnées pour ça, ça fera sûrement bouger beaucoup de choses. Par contre, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a d'autres normes, hein. Ils ont section 508 par exemple, c'est le RG2A de chez eux. Et là par contre ils pénalisent. Je donne un exemple, la société Target, c'est l'équivalent de Casino chez nous, ils ont payé 6 millions de dollars parce qu'ils avaient un caractère discriminatoire de leur site. Et pour faire sur un événement qui a fait un peu plus de buzz, il y a les JO de Sydney en 2000. Il y a, je crois que c'est un Belge, non c'est un Australien pardon, qui demandait des textes alternatifs aux images et avoir simplement des résultats sportifs dans un tableau accessible. Voilà. Pas de bol, le gars il aimait le sport et eux ils s'en fichaient de l'accessibilité, donc ça leur a coûté assez cher. Voilà, ça c'est les enjeux, j'ai été assez vite. Comme je vous dis, vous pourrez refaire le tour des slides, il y a des liens un peu partout. Maintenant on va passer un petit peu à la pratique. Alors, au niveau de la pratique, on voit plusieurs choses. Il y a des erreurs qui courent sur chaque projet web. Par exemple, bon, mauvaise utilisation des équivalents textuels. Les balises alt derrière les images sont souvent plus utilisées et pensées pour le SEO. J'ai organisé un SEO Camp Day il n'y a pas longtemps, donc je participe aussi sûrement à ça, que pour les personnes handicapées. C'est un peu dommage. Les navigations au clavier ne sont pas accessibles, ça on le voit très souvent, même sur des sites qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Les formulaires non accessibles, des erreurs de sémantique dans la structuration des contenus, c'est ce genre de choses qu'on voit très souvent. Vous voyez des liens un peu partout, je vais m'arrêter sur l'erreur de sémantique dans la structuration des contenus. C'est un lien vers un plugin Firefox. Tout l'audit de mes sites accessibles, je l'ai fait souvent avec Firefox. Là c'est un lien vers un plug qui doit s'appeler Heading Maps, qui en fait ajoute une petite sidebar à côté de votre site et vous présente la hiérarchisation des titres. Vous allez voir si vous avez un titre de niveau 1 et après un titre de niveau 3, ça va faire un gros bloc rouge. Voilà. Donc au moins ça vous permet d'avoir une visu, et des fois c'est pas toujours évident parce qu'on a tous des widgets à droite, à gauche, on contextualise, on fait en sorte d'allier l'aspect technique à l'aspect créatif des graphistes, et malheureusement on ne pense pas forcément à nos sites accessibles, on fait déjà en sorte qu'ils fonctionnent. Là ça va vous donner déjà des bonnes bases. Au niveau des contrastes de couleurs, c'est pareil, je vous ai fait un lien vers un site internet. C'est pas compliqué de mettre des contrastes de couleurs adaptés. Les graphistes n'aiment pas trop, mon web designer en tout cas pas du tout, mais à un moment voilà, faut savoir ce qu'on veut, et je sais pas si en tout cas au niveau des techniciens vous travaillez avec SAS par exemple, je vais vous donner une petite combine. Vous passez toutes les couleurs de vos sites en variable SAS, vous livrez votre site comme il était prévu, puis vous dites à votre client par contre voilà, les couleurs ne sont pas accessibles. Vous changez en 2 secondes vos variables SAS et vous présentez la différence avec les couleurs accessibles. Et là, votre client va se dire, ouais, c'est vrai, ça ne change pas du tout pour tout, on ne casse pas toute la charte graphique et on reste accessible. En général, ça passe plutôt bien, je l'ai fait il n'y a pas longtemps et c'est plutôt bien passé. Les zoom textes non adaptés au design. Les personnes malvoyantes font des zooms sur les textes et tous les blogs ont des overflow hidden ou autres. Ça va nous poser problème parce que quand on va zoomer sur le texte, il y a une partie du texte qui va disparaître. Voilà, ça, c'est le genre de choses qu'on ne pense pas et c'est des choses très simples à vérifier. Utilisation de librairie JavaScript non accessible. Vous savez que jQuery, par exemple, c'est pas accessible. En tout cas, ça l'est de plus en plus, mais ça ne l'était pas du tout. Je vous ai fait un lien vers une librairie qui est un peu connexe, qui s'appelle JQueTest. C'est une version de jQuery complètement accessible. Logiquement, sur un slider, vous devriez, avec la touche de tabulation, être capable d'accéder aux flèches de directionnel pour faire défiler le slider. Essayez, vous allez voir, c'est assez drôle. En tout cas, moi, des fois, je m'en suis vite mordu les doigts. Voilà. Et sinon, l'erreur courante, qui est pas, au-delà de l'aspect technique, c'est le manque de tests, voire aucun test. Je vais être honnête avec vous, il y a encore de ça 1 an et demi, je faisais partie de ces gens-là. Voilà. Une autre erreur courante, une autre erreur courante, c'est de dire que le HTML5 favorise l'accessibilité. C'est vrai. C'est vrai, maintenant avec tous les webforms, avec tous les outils
toutes les nouvelles interfaces de HTML5, on favorise l'accessibilité. Sauf que le problème, c'est que les navigateurs ne le prennent pas en compte de la même façon. Normalement, on est d'accord que si un navigateur prend en compte les balises, en tout cas les nouveaux éléments d'interface HTML5, il devrait aussi prendre en compte l'accessibilité de ces éléments. Ça devrait être indissociable et pour autant ça l'est. C'est bien dissocié. Regardez par exemple, c'est assez intéressant, Firefox sur Windows, 86% accessible au niveau des balisages HTML5, 27% sur Mac. Bon, ça va, ma présentation est sur un Windows, j'avoue, je suis sur un Mac. Mais voilà, c'est quand même pour vous montrer que faites attention à ça, quand vous vendez du HTML5, c'est bien, mais c'est pas forcément accessible partout, il faut le savoir. Je ne vais pas aller plus loin dans les tests, je vais juste vous donner deux outils que vous connaissez sûrement déjà. Laurent en a parlé d'un tout à l'heure, entre autres. C'est des tests plus industriels, c'est moins du test sur mesure, mais Opcast et Tanaguru ont deux outils qui vont vous permettre de coucher juste votre URL et d'avoir une liste de bonnes et mauvaises pratiques qui sont faites sur votre site web. Il y a des liens directs depuis les logos qui sont là. Là, c'est un shoot écran que je vous ai fait. Le slide du dessus c'est Tanaguru. J'aime bien parce qu'en fait, vous voyez que c'est regroupé par thématique. On voit les 13 thématiques du référentiel AccessiWeb. Et du coup, ce qui est sympa, c'est qu'en un clin d'œil, on voit les éléments invalides. Bon, c'est sur un site à moi, hein, je l'avoue. La thématique 6, 8 et 9, la 6, je sais plus, je crois que c'est les images. 6, 8 et 9, 10, voilà, là j'ai des erreurs. Au moins, quand on commence à avoir un peu l'habitude, en un coup d'œil, on sait là où on a merdé, entre guillemets, excusez-moi du terme. Et en dessous, on a une sortie, une vue un peu coupée, mais on a une vue du système Opcast Reporting, qui est différent, complètement différent de ce que parlait Laurent par rapport aux typographies. C'est vraiment un outil à part d'Opcast. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir voir les éléments pris en compte, non pris en compte, ou les éléments sur lesquels l'outil ne peut pas nous répondre, il n'arrive pas à mesurer. Et on a le choix du référentiel. On peut tester sur Opcast, on peut tester sur AccessiWeb. Voilà. Donc c'est très intéressant et ça va vous donner aussi des solutions, bien sûr. Voilà, c'est un peu l'objectif. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de mobilité. Tout à l'heure, je vous parle de personnes handicapées, de personnes malvoyantes, mais l'accessibilité, c'est pas que ça. L'accessibilité, tout à l'heure, on l'a bien vu dans mes premiers slides, par rapport à ce que disait Tim Berners-Lee, ça concerne aussi les appareils. Donc, est-ce que les normes d'accessibilité sur mobile sont les mêmes que sur les autres devices? Bah oui. Par contre, ce qui est bien, c'est que sur mobile, ça tend forcément à être plus accessible que sur desktop. Tout simplement pourquoi? Puisqu'on a souvent un contenu beaucoup plus épuré, une ergonomie quand même simplifiée, des aides d'accès au formulaire, etc., etc. Donc oui, c'est les mêmes normes, par contre c'est plus simple, clairement. Je pense que déjà nativement, quand on prend son site responsive, ou même si on passe sur un site avec une version dédiée, on le pense mobile, on simplifie son accessibilité forcément. Je ne vais pas trop m'étaler sur la partie web mobile, parce qu'il y a une conférence qui a été faite très récemment, très belle conférence, je vous inviterai à cliquer dessus quand si vous récupérez mes slides. C'est le pseudo Twitter, c'est Goetsu, je ne sais pas si tu te rappelles de son nom, son prénom, ce monsieur qui est très bien, il vient d'aller faire ça aux États-Unis, mais voilà. Pour continuer sur le web mobile, quand même un petit peu, ce qu'il faut savoir, c'est que l'iPhone, on a beau dire Apple, l'iPhone, il connaît un gros succès au niveau des handicapés parce qu'il est très accessible et il est surtout très accessible depuis sa sortie. Contrairement à Android, qui est accessible depuis la version 1.6 de son OS et réellement utilisable à partir de la version 4. Voilà. Ça, c'est important de le savoir. Bon. Petite question, c'est est-ce que vous pensez toujours que l'accessibilité, c'est toujours pour les organismes publics? Après ce qu'on vient de voir sur l'aspect mobile, j'espère que non en tout cas. Je vais aller encore un petit peu plus loin. Les appareils mobiles, on est d'accord qu'ils laissent place à une future vague de sites plus adaptés au monde réel, plus adaptés à nos coutumes de connexion tout le temps. Tiens, j'ai un message Twitter. On est d'accord, la géolocalisation et la détection de mouvements, ça va engendrer des nouveaux besoins en accessibilité. Par exemple, imaginez être capable d'augmenter la taille des polices et des zones cliquables si le capteur de mouvement indique que l'utilisateur se déplace en marchant ou en courant. Ça pourrait être assez sympa. Ou plus simplement, selon la lumière ou l'ambiance ou les niveaux sonores. Ça pourrait être aussi sympa et on est d'accord que ça nous touche tous. Voilà. Je pense que l'accessibilité va aussi tendre vers ça. C'est-à-dire qu'on maintenant, avec tous les nouveaux appareils nomades, on va avoir l'accessibilité partout, à toutes les sauces.
et pas forcément pour les organismes publics. Voilà. 2-3 petites infos pratiques. Comment se former? Alors, je n'ai pas été exhaustif. J'ai le bouquin que j'ai acheté pour me former. AccessiWeb propose des formations, Atalan aussi. Je n'ai pas eu l'occasion de vous parler beaucoup de cet organisme, mais sachez que allez sur leur site, ils proposent beaucoup de tutoriels. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont... je crois que je ne sais pas si c'est une association Actes de Web, mais en tout cas, ils ont créé des outils pour vous aider à appréhender l'accessibilité. Ils ont créé aussi un manuel de 90 pages pour apprendre à rendre des PDF accessibles. Vous pouvez faire ça dimanche, vous allez voir, c'est passionnant. Sinon, il y a la société, bien évidemment, Témésis, et Alza Création, là où j'ai été formé, qui propose des formations très très pertinentes en accessibilité. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est faire de la veille. Je vous ai indiqué un lien vers une liste que j'ai créée il n'y a pas longtemps. Il doit y avoir une 60aine de personnes qui œuvrent, peut-être dans qui œuvrent pour l'accessibilité. Suivez le hashtag A11Y, c'est un hashtag phare. Suivez pas forcément toujours accessibilité parce que c'est pas celui qui est le plus utilisé, mais A11Y est très bien, ça vous permettra d'avoir toutes les informations récentes en accessibilité web. Et ma pré-conclusion, parce que je pense qu'il y aura quelques questions, c'est que les technologies évoluent, l'accessibilité web aussi. De nombreux critères n'ont aucun impact en termes de délai et de budget s'ils sont pris en compte initialement à la conception. Et donc, ma vision, mon contre-pied de cette présentation, c'est que l'accessibilité, c'est pas que pour les organismes publics, contrairement à la façon dont je vous l'ai présenté au début de cette conférence. Voilà. Donc j'ai un gif animé, c'est dommage, il ne marche pas sur cet écran, mais vous pourrez regarder sur les joies du code, j'ai trouvé ça très drôle, hein, vous l'avez sûrement vu. C'est quand j'essaie de coder aux normes du W3C, du coup je vais vous l'illustrer, c'est un enfant qui essaye de mettre le bloc, il n'y arrive pas, et du coup il enlève carrément le capot jaune et il met son bloc à l'intérieur. Bon, je pense que c'est tout ce qu'on fait en tant qu'intégrateur, et moi le message que je vous dirais là, de technicien à un technicien, c'est n'abandonnez pas et suivez les référentiels français. Voilà. C'est ce qui m'a aidé en tout cas moi. Merci.